Donc, Microsoft Excel est le meilleur et le pire des outils. Et donc, ce que je vous propose dans cette chronique, c'est de répondre à la question comment bien l'utiliser dans le business. Bienvenue à tous sur cet nouvel épisode des chroniques Melsion pour l'entrepreneur. Nous, nous allons, comme chaque vendredi matin à 10h30, vous faire l'honneur de deux petites chroniques pour aider les entrepreneurs dans leur pratique. Donc, on va regarder comment ça s'utilise, quels sont les usages, et les grandes règles à respecter pour faire le business plan, pour suivre les données et les analyser. Alors, petit disclaimer, moi, j'ai appris à utiliser un tableur à 12 ans. Mon père m'a mis sur quelque chose qui s'appelait VisiCalc, dont vous n'avez probablement pas entendu parler si vous êtes plus jeune que moi. VisiCalc est le premier des tableurs. Ça a été créé par deux geeks du MIT qui n'ont jamais gagné d'argent avec. Et ça a été réutilisé de manière très libre par Microsoft dans ce qui s'est appelé Multiplan, qui était le premier logiciel de tableur de Microsoft, avant de devenir quelques années plus tard Excel. Dans VisiCalc, il y avait à peu près tous les éléments qu'il y a aujourd'hui dans un tableur. C'est vraiment, il n'y a pas eu d'innovation depuis, à part des outils d'analyse qui sont greffés dessus. Donc, j'ai appris à 12 ans à utiliser ça. Et depuis, tout ce que je croise ressemble à un Excel. Donc, je suis un fils de geek et il paraît que ça suit derrière. Donc, les enfants sont des geeks aussi, c'est terrible. Mais du coup, ça a un gros défaut, c'est que moi, ça me rend malade de voir un tableur qui est mal utilisé, qui est mal fait. Donc, je propose un nouveau mot qui s'appelle l'excellorexie. C'est les gens qui ne supportent pas de voir des Excel qui ne sont pas acceptables, qui ne respectent pas les règles du genre. Alors, je vous dis qu'on allait voir trois usages différents. Ces trois usages, c'est la projection d'activité. Comment est-ce qu'on met sur un tableau ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois, donc une évaluation de ce que va devenir notre compte de résultat, notre cash flow ou même notre bilan. Le deuxième usage, c'est la base de données. Et en fait, c'est très intéressant parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'est une base de données. C'est quelque chose de tout simple. Et il y a des outils de base pour s'en servir. Et puis après, il y a des outils beaucoup plus techniques que sont le tableau croisé dynamique. Donc, si on regarde le premier, c'est un tableau dans lequel, très classiquement, on va mettre en colonne le temps et puis en ligne les différents composants de notre projection. Donc, là, typiquement, dans ce tableau, comme vous pouvez voir, il y a les ventes, donc le nombre de ventes qu'on fait. Et puis après, vous allez voir, je n'ai pas poursuivi la formule parce que justement, ça va être le premier sujet qu'on va traiter, c'est le sujet des coordonnées relatives ou absolues. Et voilà quelque chose que j'ai appris sur VisiCalc. Et si vous comprenez bien ça, vous allez pouvoir faire des tableaux propres qui vont éviter de me piquer les yeux. Donc, on va passer sur sur l'Excel lui-même. Donc, c'est celui-là. Donc là, vous voyez le même tableau. Donc, ça, ce sont des données. C'est le nombre de ventes qu'on compte faire année après année. Et après, on va multiplier ces données par le montant moyen des ventes. Donc, première recommandation, vous devez avoir un onglet données qui est à part. Et c'est là qu'on va modifier les données. Donc, les ventes moyennes, je les ai mises ici, on va dire qu'elles sont de 100. Et puis, j'ai mis d'autres données, le coût d'un salarié, le taux de charge sociale,
le pourcentage d'achat sur les chiffres d'affaires, et puis le nombre de mètres carrés par salarié et le prix du mètre carré par an. C'est des données, donc pas besoin de les mettre dans un tableau, on va devoir les répéter, elles sont là une fois pour toutes. Et du coup, j'ai dit une formule que vous voyez ici, là. La formule, c'est de dire On voit attends. pas super bien. Peut-être si tu pouvais zoomer Alors, je en... vais zoomer, c'est un bon feedback. Affichage et zoom. Hop, je vais sur la sélection. C'est mieux comme ça, hein. Beaucoup mieux. Donc, on est sur cette formule-là, la B3, et vous voyez qu'elle est avec un B2 multiplié par les données, donc par ce qu'il y a dans la feuille de calcul de données, et de la B2 à nouveau. Donc, la B2, c'est celle-là. Et puis, dans la feuille de données, la B2, c'est celle-là. Le problème, c'est que là, si je recopie cette cellule tout le long du tableau, ça va faire 0. Pourquoi? Parce qu'on prend bien B2, donc la coordonnée relative, c'est-à-dire on dit celle qui est au-dessus. Ce n'est pas B2 qu'on veut, c'est C2 maintenant, puisqu'on est passé la colonne d'à côté. Vous voyez C2, mais multiplié par C2 sur l'autre feuille. Et C2 sur l'autre feuille, il n'y a rien dedans. Donc, du coup, il faut utiliser une coordonnée absolue. Donc, vous allez sur la formule, vous mettez sur données et vous faites F4. Hop là, pardon. Hop, on fait F4. Pourquoi il ne peut pas faire F4? Ah, voilà. Vous sélectionnez données B2 et vous faites F4. En faisant F4, vous voyez que ce qui a changé, c'est qu'il y a un petit dollar qui s'est mis avant le B et un petit dollar qui s'est mis avant le 2. Et ce petit dollar, ça signifie que c'est la coordonnée absolue. Donc, on veut B2 et que B2, même quand on va recopier cette formule. Donc, maintenant, alors, si vous refaites à nouveau F4, eh ben, ça va vous permettre d'avoir seulement la ligne et pas la colonne. Et si vous refaites à nouveau seulement la colonne et pas la ligne, qui va être bloquée, et puis après, on retourne au début. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la nouvelle formule. Et du coup, quand je la recopie, eh ben, elle va fonctionner de manière magique. Dans chacune de ces cellules, maintenant, on va prendre la donnée qui est juste au-dessus, puisque c'est en relatif, et dans la feuille donnée, la coordonnée B2 à chaque fois. Donc, si vous ne faites pas ça, vous êtes obligé de faire quelque chose de très lourd, c'est-à-dire d'aller dans le tableau d'à côté et de mettre 2000, 2001, 2002, 2003, 2020, 2021, etc. Et puis de mettre est-ce que les ventes moyennes, est-ce que le prix moyen des ventes a changé et ça fait un tableau. Vous êtes en train de complexifier un tableau qui pourrait être très simple. Alors, la formule que j'ai mise après, j'avais déjà mis des coordonnées absolues. Donc, vous voyez que c'est la cellule du dessus, B3. Donc, sur tous les trucs, quand je les recopier, c'est la cellule du dessus, C3, D3, E3, etc. Et puis, dans données, on va chercher la B5. Et la B5, c'est le taux d'achat. Donc, 30%, on a dit que 30%, mais si on passe à 40%, ben, ça va changer dans toutes les cellules du tableau d'à côté. Alors, un tableau comme ça, vous avez fait les ventes, le chiffre d'affaires, mais comme vous avez étudié Goldratt, vous savez que ce qui est important, c'est la marge brute. Donc, vous avez maintenant toute votre donnée de marge brute qui apparaît. Et puis après, il faut trouver les frais fixes. Donc, on va trouver le loyer. Et le loyer, ben, on va dire que c'est fonction du nombre de salariés, qui est cette ligne-là, qu'on va faire évoluer. Et puis,
d'un prix, enfin, du nombre de salariés, donc ce que j'ai mis là, les données B6, c'est le nombre de mètres carrés par salarié. Il y a une espèce de norme chez les comptables qui dit que c'est 9 mètres carrés par salarié. Ben, on va dire, on va augmenter le loyer au fur et à mesure, on va élargir au fur et à mesure ce qu'on prend, au fur et à mesure qu'on a plus de salariés. Et puis le prix du mètre carré par an, ben, c'est une donnée selon la zone où on se trouve. Donc on a moyen de faire un loyer qui soit à peu près objectivable. Et puis ben, l'électricité, on va penser qu'on en consomme pas mal. Les charges, bon, il va falloir faire une estimation, c'est une donnée qu'on va donner comme ça de manière fixe. Et puis après, il y a le nombre de salariés, donc qui va impacter sur le loyer, mais qui va impacter sur la masse salariale en dessous. Et donc, on va avoir encore une de ces formules avec du relatif, le B9, et de l'absolu, les données B3, où on va donc multiplié par le prix moyen du salarié et multiplié par le taux de charge, le pourcentage qu'il faut rajouter à vos charges. Donc ça vous fait le tableau classique avec les frais fixes, la marge brute et la différence qui est le résultat. Donc vous avez votre vaporware pour aller voir les investisseurs et dire regardez, ça va marcher très bien, tout va bien se passer. Alors, ce que vous allez pouvoir ajouter à ça, ou ce que vous allez pouvoir faire à côté de ça, c'est aller chercher, qu'est-ce que je les ai mis c'est là-dedans. Vous avez une fonction d'Excel qui vous permet d'analyser des scénarios. Donc, vous avez un gestionnaire de scénarios et vous voyez que j'ai prévu deux scénarios, un scénario max, un scénario min. Donc, vous pouvez afficher le max. Donc, ce qui a changé, c'est que j'ai sélectionné la colonne des ventes pour dire bah, ça, c'est un scénario où on vend plus et ça, c'est un scénario où on vend moins. Donc, vous allez voir que les chiffres de vente ont baissé. Donc, au lieu de faire des tableaux que vous allez copier les uns à côté des autres et dire hypothèse haute, hypothèse basse, vous avez moyen d'avoir un gestionnaire de scénario et de passer de l'un à l'autre pour voir qu'est-ce que ça change. C'est, encore une fois, un bon usage d'Excel puisque vous n'allez pas avoir une multitude de tableaux avec des chiffres que vous allez changer en disant « Ah, flûte, mais finalement, l'électricité, ce n'est pas 50, c'est 75. » Et une erreur parce que dans le tableau de l'hypothèse minimum, vous n'avez pas reporté le 75. Et donc, du coup, vous ne comprenez pas pourquoi il y a un tableau qui ne fait pas le même chiffre que l'autre, etc. Donc, le moins vous avez de tableaux, le mieux c'est. Le moins vous avez à recopier des choses, le mieux c'est. Et c'est la grande règle de l'informatique, c'est on n'entre pas plusieurs fois une même donnée. Il faut l'écrire une fois pour toutes parce qu'il n'y a qu'un endroit où on va changer le coût du salarié. Finalement, c'est plutôt 25. Bon, bah, on va juste le changer ici et tous nos tableaux sont mis à jour. Voilà, donc ça, c'est la première partie, c'est quand on fait avec un tableur des projections. Maintenant, ce qu'on peut faire avec un tableur, c'est des bases de données. Là, par exemple, vous avez une base de données classique des ventes qui ont été faites au cours de l'année. Donc, vous voyez le nom de la société qui a acheté, vous voyez le pays pour lequel elle a acheté, le montant et l'industrie auquel elle appartient. Ou plutôt pour laquelle de ces activités ça concernait. Alors, faire ça comme ça est la bonne façon. Ce que je vois, c'est des gens qui me font à la fin, qui mettent un total à la fin. Le total, si vous en avez vraiment besoin, vous le mettez dans cette cellule, dans la cellule du haut. Donc, par exemple, on va dire égal montant et
et somme de B2 jusqu'à B 5000 par exemple. Et hop, ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, alors j'ai fait un... Est-ce qu'il faut que je fasse un espace ici? Damned. Ça, c'est pas mieux. Ouf! En fait, c'est pas... C'est celui-là. Voilà. Bon, on n'y est pas encore. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah bon, voilà le problème de ne pas avoir préparé ça. Je vous le ferai plus tard. Pour bien faire, je ferai que je... Bref. Mais en tout cas, vous avez moyen dans les formules donc de monter ce qu'on appelle une concaténation, c'est-à-dire un texte plus une formule. Et c'est quand même mieux de faire ça. Non, il ne veut pas le faire. Bon, ben, je ne sais pas ce qui. Il faut que je regarde s'il y a s'il y a un truc que j'ai raté. Ça me revient. Bref. Hop, refaire. Ouais. Mais c'est juste pour la cosmétique, mais sachez qu'une base de données, c'est beaucoup plus intéressant de l'avoir comme ça, bien structurée, que d'essayer de mettre des espaces, d'essayer de mettre des soulignés, d'essayer de mettre des sous-totaux qui vont être des sous-totaux pour janvier, puis pour février. Il y a quand même beaucoup plus simple. Donc, vous voulez retrouver, vous voulez savoir quel est le montant en sélectionnant comme ça la donnée, vous avez en bas le total. Là, ça va être un peu en petit pour vous, mais le total des ventes, on le voit à chaque fois qu'on sélectionne des cellules. Excel nous donne le total et nous permet éventuellement de demander autre chose, c'est-à-dire qu'on peut demander flûte. Il y a la moyenne qui est là, il y a le nombre de données qui est là et il y a la somme qui est là. Qu'est-ce qu'on peut faire après? Eh ben, on va pouvoir utiliser le filtre. Donc, le filtre, c'est pour dire non, mais en fait, ce que je veux, c'est juste les autos, les ventes automobiles. Et les voilà. Et donc là, pareil, si je sélectionne, ça me donne la moyenne, la somme et le nombre d'activités. Mickaël, tu avais une question? Oui, juste cette histoire de total, j'avais eu le cas où quand je filtre, je ne sais jamais si ça. Enfin, est-ce que ça fait le total général de toutes les lignes ou uniquement de celles qui sont filtrées? Ça ne marchait pas toujours comme je voulais, ça. Celui qui est en bas, c'est ce qui est filtré. C'est ce qui est apparent et pas ce qui est masqué. Voilà, on est à 29 000 alors qu'on était à 189 000 quand on avait tout. OK. Ah, pardon. C'est celui-là. Hop. Mais est-ce que tu pourrais zoomer un petit peu? J'arrive pas à voir où se fait le total de ce qui est filtré. Tout en bas là, je ne sais pas si je peux zoomer ça parce que c'est Alors, tu peux aussi en fait agrandir la fenêtre, la taille de la fenêtre prise par le partage d'écran. Tu Oui, peux, oui, oui, il prend tout l'écran là.
Ah, il prend tout l'écran. Ouais. Plus que tu vois qu'une colonne d'images sur le côté? Enfin, d'images de participants sur le côté? Non, non, oui, elle est au-dessus, mais non, non, Alors, est-ce que j'ai un moyen d'augmenter passe à votre plein écran. Ouais, ok. J'ai gagné un petit peu là. Ok. Et ça va, si tu Merci. vois un peu mieux ou Oui, un peu ça mieux, va? ouais. mieux? Donc, Ouais. Ok, cool. tu vois, c'est la ligne tout en bas, moyenne, nombre et somme, qui, Ah, euh, ok, qui sont, d'accord, d'accord, c'est là. Ok, qui sont en fonction je connaissais pas ça. de ta sélection. Donc, premier point, c'est en faisant une base de données comme ça, vous allez pouvoir utiliser et le tri. Donc, le tri, le voilà. Je décide de trier par industrie. Donc, j'ai un tri qui se fait automatiquement. Je décide de trier par la date. J'ai un tri par la date, etc. Trier par les sommes. Voilà. Donc, ça permet de dire qui a payé beaucoup, etc. Donc, tout ça, c'est des outils très simples, très faciles. Le tri est un des moyens. Et l'autre, c'est le filtre. Donc, le filtre, c'est je vais uniquement prendre l'auto, la chimie, mais pas la distribution. Je vais uniquement prendre tout ce qui est au-dessus de 4000. Et vous avez les petits filtres là qui vous disent attention, ici c'est filtré et ici c'est filtré. Donc, on sélectionne tout pour avoir un filtre. Donc ça permet une première forme de travail. Ça permet un premier usage. Maintenant, on va voir le troisième usage qui est celui de l'analyse. Alors l'analyse, on part de cette base de données qu'on a là. On va enlever tous les filtres, flûte dans données, hop, effacer tous les filtres, voilà. Et on va aller dans un tableau qu'on appelait avant les tableaux croisés dynamiques, qui sont un tableau qui permet, par exemple, de dire ben, je vais récupérer tout par pays et par industrie. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on a notre tableau avec dedans les données importantes et celles qu'on veut retrouver. Donc, on va mettre en valeur la somme des lignes qui nous concernent. Et puis, on va faire ça par industrie ou par pays. Mais on peut aussi faire ça par industrie avec un breakdown des pays, ou on peut faire ça par, par pays avec des industries. On peut naturellement enlever les industries et faire ça par mois. On peut faire ça. Pourquoi est-ce qu'il m'a fait 2 fois pour moi? Ouais, non, bon. Et on peut donc faire l'inverse. On peut rajouter des filtres dedans pour dire non, mais je veux que les ventes. Alors là, j'ai fait par mois. Hop, c'est n'importe quoi. Voilà. Par mois, par pays. Et vous avez un outil puissant à partir du moment où vous avez tout mis sous forme d'une feuille de données. Si vous ne faites pas une feuille de données, vous ne pouvez pas utiliser des tableaux aussi puissants. Et ce qui va se passer du coup, c'est que vous allez avoir des dizaines et des dizaines de tableaux en fonction des hypothèses que vous allez faire, etc. Et c'est là le drame, c'est que vous allez vous retrouver dans un système où plus personne ne peut retravailler sur un tableur Excel qui a été fait il y a 3 mois. Et ça, c'est pas bien. Donc, voilà en substance les éléments que je peux vous donner sur hop là,
Attendez, je suis en train de repartir sur mon diaporama. Donc voilà les trois façons d'utiliser Excel dans le business. Donc la projection, la base de données et puis les outils d'analyse. Ce qu'il faut que vous reteniez en résumé, c'est que vous avez un principe de base qui est de ne surtout pas recopier de données. C'est de l'informatique. L'informatique, c'est on rentre les données une seule fois et pas des dizaines de fois. Chaque fois qu'on rentre les données, on a un risque d'erreur. Et puis quand on va les mettre à jour, on a un risque de ne pas tout mettre à jour. Donc, un seul endroit où on rentre les données. C'est une des bases de l'informatique. Ensuite, on a vu utiliser bien dans les formules les notions de coordonnées relatives et absolues. Ça va vous aider quand vous allez déplacer vos tableaux, quand vous allez les recopier. C'est là encore éviter des erreurs et éviter des choses qui soient illisibles. J'aurais pu rajouter un troisième point, c'est d'utiliser des étiquettes. C'est-à-dire que vous avez moyen de donner des étiquettes à chaque cellule et du coup, vos formules deviennent lisibles parce que vous avez repris l'étiquette de taux de charge, etc. Troisième point, c'est un travail qui demande réflexion avant de se lancer. Si vous ne le faites pas avant de vous lancer, ce n'est pas grave, faites le travail de remettre en forme au fur et à mesure que ça devient de plus en plus clair, que votre idée du produit final devient de plus en plus claire. Il faut toujours travailler sur des choses propres. Et puis, vous allez aussi devoir documenter votre travail. Mettre il y a une fonction qui est de commentaires où vous pouvez mettre un petit carré jaune dans la case et qui, quand on met la souris dessus, ça raconte ce qu'on a voulu faire. Dernier point, il y a des tas de fonctions dans Excel. Il faut passer du temps à les regarder et à voir comment on peut les utiliser. Maintenant, il faut être réaliste. Ce n'est que de l'Excel. C'est un logiciel limité. Ce n'est pas idéal. Ce n'est pas bon pour tous les usages. Dans les années 90, j'avais fait pour des clients leur système de compta sur Excel. Ça fonctionnait, mais pas longtemps. Hein. Ça fonctionne jusqu'à ce qu'on change quelque chose. Donc, ce n'est pas idéal. Ce n'est pas fait pour. Régis n'est pas là, Franck n'est pas là parmi nous, mais lui, sa doxa, c'est il faut remplacer Excel dans les entreprises. Il faut le mettre par quelque chose qui soit beaucoup plus sérieux. Cependant, quoi que vous fassiez, tout le monde l'utilise chez vous. Tous vos collaborateurs vont faire du Excel. Donc, vous devez imposer des règles comme on impose un langage. Il y a des règles communes, il y a un langage commun, c'est super important pour vous assurer que le travail qui est fait sur Excel par vos collaborateurs ne soit pas perdu, ne soit pas limité dans le temps. C'est-à-dire, dans les 2 semaines où on continue à utiliser le tableau, on sait comment il a été fait, etc. Si on laisse reposer le tableau 3 mois, on ne saura pas le réutiliser. Donc, les règles servent à avoir un produit qui met un peu plus de temps à être fait, et encore, une fois qu'on a pris la main, on le fait facilement, mais qui est réutilisable. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé d'Excel? Très intéressant. On a appris plein de trucs. C'est très basique. Hein. Mais n'hésitez pas, je suis aussi sur YouTube, donc si vous nous regardez par YouTube, n'hésitez pas à mettre vos commentaires
dans le chat et, ou à mettre vos commentaires aussi si vous êtes en live dans le chat de Zoom. Mais j'ai l'impression que Je vois une ils sont remarque de choqués. Frédéric, qui est lui aussi excellorexiste, qui dit que c'est un excellent rappel très utile. Frédéric et moi avons cette même comment dire, cette même façon un peu rigide de regarder Excel. Mais aujourd'hui encore, hein, moi, ça m'arrive de retomber sur les Excel que j'ai fait pour calculer mes impôts, je ne sais. Je suis content de les avoir fait de manière un peu propre, mais même là, je ne suis jamais très satisfait. Ça prend du temps pour retrouver la logique qu'on avait dans cette mise en place. Donc, c'est vraiment une rigueur qu'il faut s'imposer et qu'il faut imposer à ses collaborateurs. Il faut vraiment avoir en tête qu'ils utilisent Excel tous les jours et utiliser de travers, utiliser sans le bon niveau de rigueur va être du travail avec une grosse part de gaspillage. Mhm. Donc, Frédéric qui nous dit Excel peut faire le meilleur et le pire, c'est le problème du faussement simple. D'accord avec ça. D'accord avec ça. C'est-à-dire que on a l'impression au départ qu'Excel, c'est juste un tableau et on peut mettre des chiffres à droite, à gauche, les additionner, les soustraire. Et en fait, c'est un programme informatique où on rentre des données et on demande au programme de nous faire des calculs. Et donc, une bonne architecture, c'est nécessaire. Je vous rappelle que je vous avais dit que j'étais un fils de geek. Mon père, qui était informaticien, m'expliquait dans les années 70 que ce qui était important, que le travail d'informaticien, c'était un travail d'analyste programmeur. Et donc, s'il y avait la partie analyse du problème et la partie programmation, et donc ceux qui font que de la programmation étaient à ses yeux des idiots, et c'était l'analyste qui était la personne importante dans le sujet. De fait, on fait des bonnes analyses quand on comprend la programmation, quand on comprend l'outil derrière, puisqu'on sait ce qu'on a besoin de chercher et ce qu'on a besoin de classer, d'analyser. Donc, c'est parce que vous aurez en tête qu'il s'agit de bases de données, qu'il s'agit de coordonnées relatives ou absolues, qu'il y a toute une flopée de fonctions à survoler pour savoir comment on peut les utiliser, que vous arriverez à utiliser l'outil de la meilleure façon. Et ne lui demandez pas plus que ce qu'il peut faire. Michael, tu avais une question? Ou on y a répondu? Oui, quand tu dis c'est pas idéal, oui, il me semble que c'est quand même vachement complet et alors, je ne sais pas ce qu'il y a comme alternative qui serait encore mieux qu'Excel et j'ai l'impression que la tendance c'est plutôt d'aller vers quelque chose de plus simple qui est Google Sheet, qui a quand même ce gros avantage de pouvoir être partagé en travail collaboratif, etc. Mais en perdant, je pense, un peu de puissance et de fonctionnalité. Donc, voilà. Alors, j'ai il y a un client, un entrepreneur avec qui on travaille de temps en temps, qui a un groupe de 6000 collaborateurs et qui gère intégralement avec Excel. Donc, il a sa tablette. Sur sa tablette, il a un écran Excel, en l'occurrence une Google Sheet. Il a une Google Sheet qui intègre les Google Sheets que remplissent les collaborateurs dans chacun de ces établissements. Et donc, ça lui donne un tableau de bord en temps réel au fur et à mesure que chacun a rempli ses feuilles. Donc, oui, on peut faire ça. Ça demande, là encore, une rigueur dans l'architecture extrême. Et donc, du coup, en fait, ce qui est la limite de l'outil, c'est que, comme Frédéric disait, il est faussement simple. Il est, le Excel est simple, mais son usage ne l'est pas.
Après, il y a des moments où on va être limité, c'est-à-dire quand on commence à rentrer dans les fonctions de base de données, on va être limité de plein de manières. On va être limité dans la façon de rentrer les données et de pas avoir des données corrompues par des gens qui rentrent des mauvaises données ou par des gens qui se trompent de ligne ou par des gens qui ne respectent pas les choses. Donc, il faut rentrer avec des formulaires et puis après, quand on est avec des formulaires, on a des choses qui se font très bien sur les bases de données et qui ne se font pas très bien sur Excel. Donc, il y a un moment, il faut admettre qu'on a besoin de passer à l'outil spécialisé du dessus. Il y a un moment, un gestionnaire de base de données, ça va être mieux. Mais si on travaille proprement et avec rigueur, on a moyen d'utiliser Excel très longtemps et très loin. Et beaucoup plus loin que ce que les gens n'en font actuellement. Et effectivement, tu parlais, Michael, de Google Sheet. C'est très exactement équivalent. Il y a très, très peu de fonctions. On va dire que vous êtes à 90% de Google, d'Excel quand vous êtes sur Google Sheet. Ce qui va manquer, c'est des outils d'analyse un peu pointus, mais le reste est là. Y compris les fonctions de tableau croisé dynamique. Il y a des fonctions de tableau croisé dynamique dans Google Sheet. Et ça, c'est facile à prendre en main parce que j'en suis toujours fait une montagne. C'est toujours très facile, en fait, si on a les données sous forme d'une base de données. C'est vraiment, en fait, 3 fonctions. La fonction de qu'est-ce qu'on calcule, qu'est-ce qu'on met en colonne, qu'est-ce qu'on met en ligne. Et puis, la 4e fonction, c'est le filtre. Je ne veux voir que les montants je veux qu'on compte que les montants de plus de 4000 et ça me donne le nombre, le chiffre d'affaires qu'on a fait en vente de plus de 4000 par région et par mois. Et c'est d'une puissance extraordinaire. Ça existe dans Excel depuis le milieu des années 90. C'est pas utilisé. Mais comme tu le disais aussi, parce que nous, on a les mêmes. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je fais du. Je suis pas entrepreneur, je suis web développeur. Et c'est vrai que quand on code, en fait, il y a une partie de code pour créer la feature qui nous a été demandée, pour créer ce qui nous a été demandé par le client, mais il y a aussi une partie très très importante qui est de coder pour la personne d'après. C'est de coder de manière lisible pour que la personne après puisse reprendre le code et puisse faire des modifications sans tout casser. Et en fait, c'est cette vision-là qu'on oublie vachement et qui est aussi importante dans l'Excel, qui est de penser, de faire quelque chose en pensant aussi à est-ce que les gens vont le comprendre dans le futur. Et c'est une question. Vas-y, Patrice. J'appuie ce que tu dis, Eugénie, pour avoir utilisé Excel à très haute dose sur des sujets de rémunération. La galère absolue, c'est celui qui modifie une cellule dans un coin parce que ça l'arrange, qui oublie que le document est travaillé par tout le monde. Et tout d'un coup, tu récupères un fichier, tu fais toutes les modifs standards, propres, élégantes, et tu as des trucs qui ne marchent pas. Tu as un total qui disjoncte, tu as un truc et tu mets des heures. Donc, vraiment, l'Excel se pense comme le développement se pense. Sinon, on ne peut pas travailler à plusieurs. Déjà, tout seul, c'est compliqué. Alors, à plusieurs, c'est possible. Oui, parce que c'est à plusieurs, mais c'est aussi, même quand tu es tout seul sur ton document, tu penses à toi dans un an, c'est pareil. C'est une autre personne. Et d'ailleurs, ça fait partie de l'architecture que de savoir quelles sont les cellules qu'on doit protéger et les autres. Hein, vous avez moyen avec ces outils-là de dire, là, c'est des cellules, il n'y a que moi qui ai le droit de les changer. Et ça peut être effectivement normal. Les comptables, ils connaissent bien les cellules protégées. Oui, mais bon, il faut quand même des cellules où on puisse rentrer les données. Michael, il faudra demander à son expert comptable comment il fait.
Bon, les experts comptables ne sont pas forcément des spécialistes d'Excel, hein. Ah, Ils si, si. font, Ah, si, si. non, ils font des tableaux, mais ça ne les rend pas spécialistes Excel. Ils font des tableaux, mais ils sont rarement bons à faire des tableaux croisés dynamiques et ils sont rarement. Non, mais Euh, pour les cellules protégées, ah ben, c'est protégé, c'est très simple, hein. C'est une des fonctions d'Excel assez simple. Clic de droit, protégé, et puis avec un code, et puis voilà. C'est pas très compliqué. Mais encore une fois, Excel est un produit simple. Ce qui est compliqué, c'est ce qu'on lui demande de faire. Et donc, c'est ça qui va demander de l'architecture. C'est ça qui va demander de réfléchir avant à comment on va organiser les données, comment on va organiser le travail pour que ça se lise bien, pour que ça se comprenne bien, pour que ça se maintienne bien. Et, mais vraiment, s'il y a un point avec lequel vous devez partir, c'est essayer d'avoir des Excel qui puissent être réutilisables dans le temps, parce que sinon, ça va être une après-midi passée dessus qui sera perdue au-delà de l'usage immédiat. Et c'est quand même tout l'intérêt du business que d'arriver à capitaliser sur ces efforts, que de réussir à pouvoir construire sur les épaules de celui qui a précédé. Et celui qui a précédé peut être nous ou peut être un autre. Et ça fait partie en fait de la grande difficulté, hein, pour aller un peu plus dans la philosophie. C'est que ça oblige votre collaborateur à admettre qu'il pourra ne pas être là dans le futur. Alors lui, il va tout de suite penser à on veut me virer, et puis vous, vous allez penser à je veux lui donner une promotion. Dans les deux cas, c'est peut-être un troisième, c'est il est passé sous un camion, mais la réalité, c'est que on veut avoir une continuité dans l'opérationnel. Et on ne peut l'avoir que si on admet qu'on ne va pas être là et qu'il faut que le suivant puisse faire. c'est un tableau Excel, c'est rémunéré. Pardon? Faire un tableau Excel croisé dynamique, euh, dans les grandes écoles, c'est considéré comme un travail qui doit être rémunéré. Bah, c'est rémunéré puisqu'ils sont payés, c'est des Non, mais pour collaborateurs qui sont faire le payés. tableau, pour faire ce que le chef demande, si tu veux le faire faire par quelqu'un qui sort des grandes écoles, par exemple, Quelqu'un d'extérieur. Oui, bah, quelqu'un à c'est-à-dire, l'extérieur, eh ben, ça peut être rémunéré, ça. oui, enfin, c'est un travail comme un autre. C'est un travail euh, où on va demander à quelqu'un d'analyser des données, où on va demander à quelqu'un de faire une étude de marché, on va demander à quelqu'un, donc ça peut être quelqu'un d'extérieur qui fait, ou ça peut être un collaborateur qui fait. Ça ne change pas grand-chose d'ailleurs, parce que si tu confies à un élève de grande école le soin de te faire une analyse, de te faire un business plan, tu as intérêt à ce qu'il fasse un tableau particulièrement bien documenté pour que à la fois toi tu puisses le lire, comprendre les erreurs s'il y en a, et notamment les erreurs d'appréciation, etc., et le modifier toi. Tout ça, ça n'est possible que s'il est extrêmement bien documenté. Donc là où ce que tu apportes, enfin là où c'est vraiment intéressant, là où ton point est vraiment intéressant, c'est que tu vas demander à un extérieur, à un étudiant, etc., de te faire un tableau. Il va te dire oui, facile. Il va te faire un tableau qui marche, qui est, toi, quand il te le présente, c'est parfait. Mais il faut que ce soit un tableau qui évolue avec le temps, avec les besoins de ton entreprise, Ah, parce que sinon, ça ne t'aura servi qu'à faire une présentation. mais le but, c'est tout le temps de s'améliorer dans le business. T'es d'accord? Bah, pourquoi tu peux pas Oui. améliorer aussi ton tableau dans le temps? Mais donc, pour l'améliorer, si ce n'est pas toi qui l'as écrit, il faut qu'il soit documenté. Si quelqu'un d'autre que toi l'a écrit, il l'a fait avec sa logique à lui. Si sa logique à lui n'est pas décrite, tu es parti pour la galère.
Donc, ce n'est pas D'accord. simplement un Parce que tableau. en fait, il y a différentes façons de travailler Excel, si j'ai bien compris, Voilà. en fonction de ton mode de fonctionnement. Exactement, ce n'est pas neutre. C'est ta façon de voir le monde que tu projettes sur un tableau. Celui d'à côté, il n'a pas la même façon de voir le monde. Il a besoin de comprendre quel modèle mental tu as utilisé pour pouvoir le corriger, l'améliorer, le maintenir. Donc, c'est beaucoup plus qu'un simple tableau qui est donné. Il faut que ce soit un tableau qui inclut tout ce dont on a besoin pour comprendre la logique qui a été celle de son concepteur. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre à vos collaborateurs. C'est ça qu'il faut que vous compreniez vous-même quand vous faites un tableau pour vous-même. Et c'est ce qu'il faut faire comprendre. C'est-à-dire, un mec des grandes écoles, il ira direct vers le tableau croisé dynamique, mais quelqu'un d'autre qui ne sait pas le faire, euh, il- si tu veux, la conception ne sera pas un tableau croisé dynamique. Quelqu'un qui ne sait pas le faire, le tableau Quelqu'un croisé qui ne sait pas le dynamique. faire va faire des espèces de copier-coller où il va changer où il va copier des trucs, enfin faire des recopies, des conversions, des choses très très compliquées. Il va perdre un temps fou en plus. Mais à la limite, si tu veux, le tableau croisé dynamique, c'est pas le truc qui est le plus problématique. Parce que tu as une base de données et tu as un tableau croisé dynamique, donc c'est tout, c'est ultra simple. Ce qui est plus problématique, c'est quand tu demandes à quelqu'un de faire un business plan. Et bien là, on est en train de modéliser une entreprise, c'est-à-dire on est en train de imaginer le modèle qui représente le mieux l'entreprise. Et ça, si on ne sait pas le modèle que l'autre avait en tête, s'il ne l'a pas expliqué, il va falloir essayer de le comprendre en analysant toutes les formules et en regardant comment elles ont été mises en place et à dire ah oui, mais c'est ça qu'il a. Ah oui, non, mais voilà. Donc, si c'est annoté, si c'est bien expliqué, si c'est des formules propres, si c'est des formules avec des étiquettes, on y arrive beaucoup plus facilement.